Un marine de 73 ans pleurait devant un commissariat, serrant contre lui le drapeau plié de son fils. Quelques minutes plus tard, il était électrocuté, menotté et en sang. 8 minutes plus tard, les marines arrivaient pour annoncer la nouvelle. Raymond Eugène Ellis n'avait pas prévu de se retrouver devant le commissariat de Stonebridge ce matin-là. À 73 ans, ses jambes n'étaient plus ce qu'elles étaient et sa mémoire s'était embrouillée. Mais il y avait deux choses qu'il n'oubliait jamais, l'anniversaire de son fils et comment plier un drapeau. Il en tenait un maintenant. Il était posé sur ses genoux, plié en triangle traditionnel, comme s'il risquait de s'envoler s'il le lâchait. Sous ses doigts pendaient deux plaques d'identité rayées, qui tintaient doucement à chaque mouvement. Ses genoux étaient appuyés contre le bord du trottoir, et il fixait l'asphalte comme s'il contenait des réponses que lui seul pouvait entendre. Il avait marché jusqu'à la gare, près de 3 kilomètres à pied. Personne ne l'avait vu partir. Il n'avait même pas mis de chaussettes, juste ses vieilles bottes à embout d'acier aux semelles craquelées. Le temps était clément, le ciel était gris et une brise fraîche soufflait. La circulation était fluide. Les voitures passaient, leurs occupants le regardant à peine. Juste un vieil homme sur le trottoir, sans aucune menace pour personne. Sauf pour un. Dana Cal venait de quitter le parking de l'épicerie d'en face lorsqu'elle l'aperçut. Elle ralentit et l'observa. Elle ne le reconnut pas. Il avait l'air angoissé, la tête légèrement agitée, marmonnant. À un moment, il se leva, fit un petit tour, puis se rassit, serrant plus fort le drapeau. Elle a hésité, puis a composé le 911. « Bonjour, oui, il y a un homme âgé assis devant le commissariat, » dit Dana au répartiteur. Il a l'air confus. Peut-être un peu agité. Je ne sais pas, je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un aille voir comment il va. L'appel a été enregistré à 11 heures. Le central a contacté par radio les agents déjà en patrouille. Les agents Chad Bannister et Lisa Rainey étaient à quelques pâtés de maison, en train de terminer leurs démarches administratives dans leur voiture de patrouille. À 11 heures précises, leur unité est arrivée sur le parking du commissariat. Raymond ne broncha pas. Il ne bougea pas d'un pouce, jusqu'à ce que les bottes de l'agent Bannister s'approchent à moins d'1 mètre. « Monsieur, » dit Bannister d'une voix sèche et professionnelle, « tout va bien ici ?» Raymond leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, vitreux et humides. Ses lèvres remuaient lentement. « Desmond, » murmura-t-il. « Mon garçon Desmond, il est parti. » Rainey s'approcha. « Monsieur, ça va? Pouvez-vous vous lever pour nous ?» Raymond regarda le drapeau sur ses genoux. « Ils ont dit que c'était instantané, » marmonna-t-il. « Je n'ai rien senti. Ils ont dit que je n'avais pas souffert. C'est ce qu'ils disent quand ils ne veulent pas vous dire à quel point c'était terrible. » Rampe redressée. « Il faut que vous vous leviez, monsieur. Vous rendez les gens nerveux à rester assis comme ça. » Les plaques d'identité glissèrent des doigts de Raymond et s'écrasèrent sur le trottoir. Il se pencha lentement pour les récupérer. Bannister s'avança, le ton plus sec. « Monsieur, je vous ai dit de vous lever, maintenant. » Raymond ne le regardait pas. Le dos raide, les genoux pliés, le drapeau toujours dans une main. « Je me suis battu, » dit-il d'une voix à peine chuchotée. « Et lui aussi. Nous avons tous deux combattu pour ce pays. » Dernier avertissement, dit Bannister en portant la main à sa ceinture. « Lève-toi, sinon tu seras arrêté. » Rainey hésita. Quelque chose brilla sur son visage, le doute, l'incertitude, mais elle ne dit rien. Raymond resta immobile, perdu dans l'instant, loin d'ici. Et puis, clac. Le taser l'atteignit à l'épaule, lui arrachant une décharge électrique. Il laissa échapper un bref et aigu aboiement de douleur. Ses jambes battirent. Le drapeau vola de ses genoux sur le trottoir. Il s'effondra en avant, heurtant violemment le sol. Un côté de son visage racla le ciment, du sang noircissant sa joue. Devant le bureau des véhicules automobiles voisins, quelques personnes se retournèrent pour regarder. Un homme sortit son téléphone. Rainey s'empressa de menotter Raymond. Son visage était indéchiffrable. Raymond gémit, un son bas et enfoui dans sa poitrine. « Je te l'avais dit », murmura Bannister dans sa barbe. Mais 8 minutes plus tard, le ton sur ce parking allait changer à jamais. Le lieutenant-colonel André Wallace avait assisté à plus de 70 funérailles militaires. Il avait plié des drapeaux, assisté à 21 salves d'artillerie et mémorisé le poids du silence lorsqu'une famille reçoit la confirmation que son proche ne rentrera pas à la maison.
Mais celui-ci était différent. Lui et le sergent-chef Melissa Park étaient assis dans un SUV du gouvernement, à seulement 2 minutes de leur destination. Le trajet de la base aérienne de réserve de Dobbin à Stonebridge s'était déroulé sans incident, jusqu'à ce qu'ils atteignent la piste près de la place. Melissa ajusta l'uniforme de cérémonie plié à côté d'elle, la tenue de cérémonie de Desmond Ellis. Elle ne le connaissait pas personnellement, mais il était des leurs. Caporal. Irak aller-retour. Casier judiciaire vierge. Pas un seul problème. André jeta un coup d'œil au GPS. Il reste 2 virages. Melissa regardait par la fenêtre. Cette ville est calme. Ça me rappelle Mâcon. Ne vous laissez pas tromper par le calme, répondit-il. La douleur ne fait pas de bruit. Le dossier de notification se trouvait sur le siège arrière. Une enveloppe scellée. Des effets personnels. Des documents de salut final. Raymond Ellis était le plus proche parent. Ils avaient été informés, sergent des marines à la retraite, vivant seul, souffrant de problèmes cardiaques. Ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils allaient trouver. Alors qu'ils s'engageaient sur le parking à côté du commissariat, André aperçut une voiture de patrouille. 2 agents. Un homme, raide comme un i, une femme accroupie. Quelque chose clochait. Melissa plissa les yeux. Est-ce que... Arrête la voiture, dit André d'un ton sec. Melissa a freiné brusquement. Raymond était face contre terre sur le trottoir, les poignets menottés dans le dos. Le triangle cérémoniel au son drapeau plié gisait non loin dans une flaque d'eau. Un côté de son visage était à vif, écorché et rouge. André ouvrit brusquement sa porte avant même que le véhicule ne s'arrête. Il se déplaçait rapidement, chaque pas plus fort que le précédent. Et, aboya-t-il. Qu'est-ce que c'est? L'officier Bannisté se retourna, surpris. Monsieur, nous gérons une situation ici. C'est le sergent Ellis, rugit André. On est là pour lui. Melissa était déjà aux côtés de Raymond, stupéfaite. Tu as utilisé un tasé sur lui? Il a refusé d'obtempérer, répondit vivement Bannisté, son regard passant des marines à la petite foule qui se formait de l'autre côté de la rue. Il faisait une scène. Il refusait de se lever. Melissa l'ignora. Elle s'agenouilla près de Raymond et lui toucha doucement l'épaule. Sergent Ellis, m'entendez-vous? Raymond se tortilla en grimaçant. Sa voix se brisa par fragments. Ils ont dit? Desmond est parti. La mâchoire de Melissa se serra. Elle se tourna vers les policiers. Vous avez tasé un père en deuil, devant un commissariat de police, alors qu'il tenait un drapeau. Le visage de René se fissura non pas de culpabilité, mais plutôt de panique. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. J'ai besoin des secours, dit fermement Melissa, les yeux fixés sur André. Bannisté hésita. André s'avança, le regard comme de l'acier. Appelle les secours. Ne me force pas à le répéter. Bannisté a finalement attrapé sa radio. Melissa resta aux côtés de Raymond, la main sur son poignet, la voix douce. Tu vas bien maintenant. Nous sommes là. Nous sommes venus te l'annoncer en personne, avec honneur. Pas comme ça. Les yeux de Raymond se fermèrent. De l'autre côté de la rue, une femme a crié « Est-ce que quelqu'un filme ça ?» Une autre a sorti son téléphone. André resta immobile, les yeux fixés sur la silhouette délabrée de l'homme qui avait servi son pays, enterré des amis et élevé un fils qui avait fait de même. C'est ainsi que son chagrin fut accueilli. Melissa ramassa doucement le drapeau trempé du sol, l'essuya avec sa manche et s'assit à côté de Raymond sans dire un mot. L'ambulance est arrivée 5 minutes plus tard. Les ambulanciers posèrent peu de questions. Ils soulevèrent Raymond délicatement, le placèrent sur une civière et le firent rouler à l'arrière. Melissa grimpa à bord après lui. Avant que les portes ne se ferment, elle regarda André. Restez. André se tourna vers les officiers. Bannisté s'avança. Écoutez, nous ne savions pas. Tu n'as rien demandé, rétorqua André. Tu n'as pas regardé. Tu as vu un noir sur le trottoir et tu as supposé une menace. Tu n'as pas vu de père. Tu n'as pas vu de marine. Silence. Tu sais ce que 8 minutes te coûtent, demanda André. Le reste de ta carrière. Mais le jugement n'avait même pas encore commencé. Cela a commencé lorsque les images sont sorties. À la tombée de la nuit,
La première vidéo circulait déjà. Seulement 27 secondes. Des images granuleuses filmées de l'autre côté de la rue. Il s'agissait d'un homme âgé, Raymond. Et le monde était sur le point de le voir aussi. Gisant immobile sur le trottoir, le visage ensanglanté, un marine en uniforme se tenait au-dessus de lui. Le drapeau à côté de lui était trempé. Le son tremblait, mais on pouvait entendre quelqu'un dire « Ils l'ont tasé », même après qu'il ait dit que son fils était mort. Les commentaires sont arrivés rapidement. Cet homme a servi, et ils l'ont électrocuté alors qu'il était en deuil. Quelqu'un ferait mieux de perdre son emploi à cause de ça. Où était l'humanité? Au matin, la page Facebook du commissariat de Stonebridge avait fermé les commentaires. Leur site web était bloqué par la circulation. Des cases de reportages bordaient la rue, Channel 11, Channel 5 et même des reporters de Savannah étaient désormais postés devant le commissariat. Mais à l'intérieur, tout était tendu et calme. L'agent Bannister était dans la salle de conférence. Rennie n'était pas venu ce matin-là. Le capitaine Byron Reeves, chef du service, entra sans le saluer. Il tenait une tablette et la laissa tomber sur la table devant Bannister. L'image figée à l'écran montrait Raymond Ellis frappé au tasé. « Tu as vu ça ?» demanda Reeves. « J'ai suivi le protocole », dit Bannister en se frottant les yeux. Il n'a pas obéi. Reeves le regarda fixement. « Tu n'as pas reconnu le drapeau? Les plaques d'identité ?» Il marmonnait. « Je ne savais pas. » Reeves l'a interrompu. « Il vous a dit son nom. Celui de son fils. Il vous a montré sa carte d'identité. Je pensais qu'il était confus. Il était désemparé, dit Reeves d'une voix basse et posée, parce qu'il venait de perdre son fils. Et au lieu de le traiter comme un homme souffrant, vous l'avez traité comme une menace. » Bannister détourna le regard. Reeves croisa les bras. « Tu sais que les marines étaient là pour délivrer la notification, n'est-ce pas? Visite officielle de décès militaire. Ils étaient 8 minutes après toi. » 8 minutes? Ouais, dit Reeves. Ça n'a pris que 8 minutes. On ne pouvait pas attendre. On ne pouvait pas l'écouter. On ne pouvait pas le voir. La pièce redevint silencieuse. Pendant ce temps, au centre médical Saint-Francis, de l'autre côté de la ville, Raymond gisait dans un lit d'hôpital. Des points de suture au-dessus de la pommette. Des ecchymoses autour des poignets. Mélissa était assise à côté de lui. Elle n'était pas partie depuis la veille. Raymond n'avait pas dit grand-chose. Il fixait simplement le plafond ou la fenêtre. Andréi entra en milieu de matinée, un café à la main. Il le posa sur la petite table à côté de Mélissa. « Ils m'ont appelé, dit-il. Il rentre chez lui aujourd'hui. » Mélissa hocha la tête. « Il a demandé Desmond ce matin. Je le lui ai répété. Il s'est simplement détourné. » Andréi s'assit sur le bord de la chaise. « Comment est sa pression? » « Stable, dit Mélissa. Mais là n'est pas le problème. » Raymond tourna lentement la tête vers eux. Sa voix, lorsqu'il parla, était presque un murmure. Il était tout ce qui me restait. Andréi se pencha en avant. « Vous n'êtes pas seul, sergent. » Raymond cligna des yeux. « Tu as des enfants ?» demanda-t-il. Andréi hocha la tête. « 2. Une fille et un garçon. »« J'en ai eu un, dit Raymond. Un bon garçon. » « Aucun problème. »« Pas un seul. » Mélissa attrapa le drapeau plié sur la table et le déposa délicatement sur les genoux de Raymond. « Je l'ai nettoyé, dit-elle doucement. Il l'a mérité. » Raymond toucha le tissu sans rien dire. Son regard restait fixé sur les coins, comme s'il se souvenait de chaque pli qu'il avait appris à son fils. Au même moment, de retour à Stonebridge, en face du poste de police, sur la place de la ville, une manifestation silencieuse avait commencé. Tout a commencé avec un petit groupe d'anciens combattants. Certains portaient des écussons. D'autres des pancartes. L'un d'eux brandissait une photo de Raymond prise il y a 20 ans, en uniforme. Un autre portait simplement une pancarte sur laquelle était écrit « Le deuil n'est pas un crime ». À midi, près d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées. Donald Rivers, un voisin de longue date de Raymond, se tenait devant les caméras, tenant une photo de Desmond. Raymond Ellis est un homme réservé. Il l'a toujours été. Il a élevé son fils avec fierté et discipline. Il l'a aidé à payer ses études.
Il n'a jamais manqué un anniversaire. Il n'a jamais causé de problème dans cette ville en 40 ans. Et voilà ce qu'il a eu comme récompense, s'asseoir pour pleurer? L'extrait du discours de Donald a fait la une des journaux locaux. Et puis ça a frappé Twitter. Puis cela a atteint une ampleur nationale. Un colonel à la retraite du Texas a republié la vidéo avec la légende. Si vous voyez un vétéran en deuil tenant un drapeau, vous ne méritez pas l'insigne. Du jour au lendemain, le nom de Raymond était partout. Mais il n'en lisait rien. Ce soir-là, à la maison, son salon contenait encore les vieilles photos de Desmond, ses médailles de marine dans un cadre poussiéreux et un cadeau d'anniversaire à moitié emballé sur le canapé que Raymond n'a jamais eu l'occasion de livrer. Mais il y avait un endroit où il irait le lendemain matin, un endroit où il ne pensait plus jamais retourner. La première fois que Raymond Ellis a enfilé l'uniforme, il avait 17 ans et mentait sur son âge. C'était en 1968. La guerre du Vietnam engloutissait les jeunes. Mais Raymond voulait quitter sa ville natale d'Augusta, en Géorgie. Non pas qu'il la détestait, mais il savait qu'il y avait plus que les voies ferrées et les journées de travail à l'usine. Il voulait un but. De la discipline. Une raison de se tenir debout. Il a eu tout cela et plus encore. À 22 ans, il avait enterré 3 amis et avait des éclats d'obus dans la cuisse. Il ne parlait jamais de ce qui s'était passé dans la jungle ni à ses voisins, ni à sa femme, ni même à Desmond. Mais il gardait les médailles dans un tiroir. Pas pour frimer, juste pour se rappeler qu'il avait survécu à quelque chose que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Raymond a rencontré Clara, sa femme, lors d'une collecte de fonds pour la VFW à Tallahassee à la fin des années 70. Elle travaillait à la table et collectait l'argent de la tombola. Il se souvenait de son air sérieux lorsqu'elle comptait les billets. De son sourire discret, à moins d'être réellement touché. C'est ce qui l'a séduit, sa sincérité. Ils se sont mariés en 1981 et ont eu Desmond un an plus tard. Un seul enfant, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Clara est décédée en 2005. Un cancer du sein l'a emporté rapidement. Après cela, Raymond s'est consacré entièrement à son rôle de parent. Il a cuisiné. Fait le ménage. Assisté au concert scolaire de Desmond, aux matchs de football et aux maux de ventre nocturnes. Il ne s'est jamais remarié. Il a dit un jour, Clara avait le meilleur de moi. Il ne me reste plus grand-chose à offrir à qui que ce soit d'autre. Desmond était calme comme sa mère. Mais vif, vraiment vif. Premier de sa classe. Doué de ses mains. Raymond l'appelait petit ingénieur. Mais quand Desmond a eu 19 ans, il est rentré à la maison un soir et a dit qu'il voulait s'enrôler. Raymond s'efforçait de garder un visage neutre. Mais intérieurement, il tremblait. Il avait vu ce que la guerre faisait aux hommes. Ce qu'elle lui faisait. « Tu es sûr ?» demanda-t-il à Desmond ce soir-là. Desmond hocha la tête. « Je veux servir. Comme vous. » Raymond n'a pas beaucoup dormi cette semaine-là. Mais il a soutenu son fils jusqu'au bout. Il a assisté à la remise des diplômes du camp d'entraînement à Paris-Islande, vêtu d'un blazer repassé et de chaussures cirées la première fois depuis des années qu'il portait un uniforme. Desmond a été déployé 2 fois en Irak. Il en est revenu entier. Fort. Transformé, certes, mais solide. Après son service, il prévoyait d'utiliser le GI Bill pour se lancer dans l'architecture. Il montra même à Raymond les croquis d'une maison qu'il souhaitait construire un jour. Un ranch de plein pied, avec de larges fenêtres et une véranda assez grande pour accueillir ses petits-enfants. Raymond gardait un de ses croquis sur son réfrigérateur. Le matin où il a reçu l'appel, Raymond faisait ce qu'il faisait la plupart de ses samedis, assis à la table de la cuisine, il lisait les nécrologies avec son café. Une habitude qu'il n'a jamais abandonnée. La voix à l'autre bout du fil était neutre. Officiel. Monsieur Ellis, nous avons le regret de vous informer. Il n'entendit pas le reste. Il ne posa même pas de questions. Il raccrocha simplement. Enfila ses bottes. Attrapa les plaques d'identité de Desmond sur la table de nuit. Plia le drapeau de son service. Et sortit. Les voisins diront plus tard l'avoir vu passer, lentement mais sûrement. Certains lui ont fait signe. Il n'a pas répondu. Il a continué à marcher, comme un homme se dirigeant vers un endroit important. Et dans son esprit, il l'était. Il pensait que le commissariat pourrait peut-être lui dire s'il s'agissait d'une erreur, ou l'aider à trouver quelqu'un qui pourrait lui donner une explication différente.
Peut-être qu'au fond, il pensait que s'ils se présentaient en uniforme, ils arrangeraient les choses. Ils rendraient tout faux. Mais ils ne lui ont même pas donné cette chance. Le lendemain matin, Raymond se tenait devant sa maison pour la première fois depuis l'hôpital. Même bottes. Même veste. Mélissa et Andrei étaient dans la voiture, attendant de le ramener au poste de police non pas pour une autre arrestation, mais pour quelque chose de plus difficile. Il baissa les yeux vers la pelouse. Elle n'avait pas été tondue. C'était Desmond qui s'en occupait habituellement. Raymond secoua la tête, prit une inspiration et se dirigea vers la voiture. À l'intérieur, Mélissa lui a remis les documents, l'avis de décès, les derniers papiers de service et un nouveau drapeau de cérémonie, intact par la pluie ou le béton. « Nous allons rencontrer le chef, dit-elle. Vous n'avez pas besoin de dire grand-chose. » Raymond regarda les papiers dans ses mains, puis leva les yeux vers le ciel. « Oh, je vais parler. » Mais ce que Raymond avait à dire derrière ses portes ne s'adressait pas seulement aux officiers qui l'avaient tasé. C'était pour tous ceux qui avaient oublié comment le chagrin parle. Mais ceux qui le connaissaient mieux comprenaient, il avait simplement été élevé par un homme qui ne croyait pas aux raccourcis. Chaque matin, Raymond préparait le déjeuner de Desmond et laissait un mot dans le sac. Rien de spécial, juste une ligne ou deux. Gardez la tête haute. Faites en sorte que cela compte. Ne soyez pas seulement intelligent, soyez gentil. Desmond en gardait la plupart dans une boîte à chaussures sous son lit. Il aimait la structure. Les règles ne lui faisaient pas peur, elles le tenaient en place. C'est sans doute pour cela que, lorsqu'il a commencé l'université et que ça ne lui a pas convenu, il ne s'est pas plaint. Il est simplement rentré un week-end, s'est assis en face de Raymond à la table de la cuisine et a dit « Je pense aux marines ». Raymond ne parla pas tout de suite. Il plia son journal et remonta ses lunettes. « Vous êtes sûr ?» Desmond hocha la tête. « Je veux faire quelque chose qui compte. » Raymond resta silencieux un moment. Puis il dit, « Tu as déjà de l'importance. Pas besoin d'uniforme pour le prouver. » Pourtant, il n'a pas essayé de l'arrêter. Il l'a juste serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude avant de partir pour le camp d'entraînement. Desmond s'épanouissait dans le corps. Non pas parce qu'il était le plus coriace, mais parce qu'il avait du cran, le genre de cran qui ne s'apprend pas. Ce genre discret. Il écrivait souvent à la maison, appelait quand il le pouvait, racontait à son père tout ce qu'il pouvait sans enfreindre le protocole. Lors de son deuxième déploiement, il était stationné près de Fallujah, où il effectuait des opérations de déminage. Un travail dangereux. Mais Desmond n'exagérait jamais. Il disait des choses comme « on est occupé » ou « il fait un temps épouvantable ». Jamais dramatique. Toujours calme. Après sa libération, Desmond retourna en Géorgie avec de grands projets. Il s'inscrivit à la Middle Georgia State University, commença des études d'architecture et acheta des outils de dessin. Il gardait les cheveux coupés courts, même si plus personne ne l'y obligeait. Il appelait toujours son père tous les dimanches soirs, même quand il n'avait rien à se dire. L'accident s'est produit un mardi. Desmond s'était rendu à Atlanta pour participer à un atelier de 2 jours pour vétérans, consacré aux stratégies de construction écologique. Un projet qui l'enthousiasmait. Il roulait sur l'I-75, en direction du sud, juste à la sortie de Forsyth, lorsqu'un semi-remorque s'est mis en portefeuille sous la pluie. La voiture de Desmond a été écrasée côté conducteur. Les secours ont déclaré qu'il était mort sur le coup. La nouvelle a à peine dépassé le rapport d'accident local. Juste une ligne de plus dans les journaux de bord. Mais pour Raymond, cela a brisé le monde en deux. Desmond avait 41 ans. Pas d'enfant. Pas de femme. Juste son père. Et Raymond, qui avait survécu à ses amis, à la guerre et aux craintes du cancer, devait désormais rester assis en silence dans une maison qui résonnait à chaque fois que la climatisation se mettait en marche. Ce que les gens disaient toujours de Desmond, ce n'était pas son éthique de travail, pourtant inébranlable. Ni son intelligence, pourtant évidente. C'était la façon dont il vous faisait sentir que ce que vous disiez comptait. Il pouvait interrompre une conversation, incliner la tête et écouter attentivement. Le genre de présence qui perdure. Dans l'ancien centre communautaire de Desmond, où il faisait du bénévolat le samedi, ils ont commencé à installer une petite exposition murale avec des photos et des lettres. Un garçon d'environ 12 ans a écrit sur du papier de construction, « Monsieur D m'a appris à utiliser une règle et m'a dit que je pouvais poser des questions. Je veux être comme lui.
Raymond a lu cette lettre à l'hôpital. Il n'a pas pleuré en le lisant. Il l'a simplement pliée et gardée dans sa poche. Lorsqu'il a pris la parole plus tard lors de la réunion du commissariat de police, les gens n'ont pas compris le poids derrière chaque mot. Ils ne verraient pas les milliers de samedis. Les bougies d'anniversaire. Les vieilles plaques d'identité qu'il gardait sur sa commode. Mais Raymond se souviendrait de chaque détail. Chaque au revoir. Chaque phrase inachevée. Et chaque seconde qui lui a été volée sur ce trottoir. Mais avant que le département n'ait eu de ces nouvelles, les images de l'interpellation de Raymond sont parvenues à quelqu'un qui n'avait pas parlé publiquement depuis plus d'une décennie et qui avait quelque chose de très personnel à dire. Il était un peu plus de 7 heures du matin lorsque Julia Bénédicte a vu le clip. Elle était assise sur son porche arrière à Jacksonville, sirotant un café noir, faisant défiler son téléphone comme elle le faisait tous les matins. À 67 ans, elle n'était pas vraiment douée en technologie. Mais l'une de ses petites filles avait créé son compte sur les réseaux sociaux pour suivre des groupes de soutien aux vétérans et des pages d'actualité locales. C'est ainsi qu'elle l'a trouvé. Une courte vidéo tremblante, republiée par un aumônier de la marine à la retraite de l'Ohio. Elle se figea lorsque l'image montra Raymond sur le trottoir, les mains liées, le visage ensanglanté, le drapeau mouillé et froissé, étendu sur le côté comme un déchet. Julia ne s'est même pas rendu compte qu'elle s'était levée jusqu'à ce que sa tasse se renverse, tachant les lattes de bois sous sa chaise. Elle n'avait pas vu Raymond depuis presque 40 ans. Au Vietnam, elle et Raymond avaient servi près de la même base à Da Nang. Elle était infirmière, lui dans l'infanterie. Ils se sont croisés après qu'un de ses coéquipiers ait été touché, et Julia a dû le soigner. Ils avaient écrit des lettres après leur service militaire, puis perdu contact au milieu des années 80. Elle pensait qu'il était décédé, honnêtement. Mais maintenant, il était là, plus vieux, plus lent, toujours fort de la mâchoire et des épaules. Et ils l'ont tasé comme s'il n'était rien. À 8h30, Julia avait appelé 3 réseaux de vétérans, 2 groupes de défense et un contact qu'elle avait encore chez CNN. Et elle n'était pas seule. Partout au pays, des milliers de personnes avaient vu la même vidéo. Twitter était inondé. Les pages Facebook partageaient la photo de Raymond à côté de titres comme « Un vétéran de la marine tasé alors qu'il pleure son fils ». Il a dit que son fils était mort, mais cela ne les a pas arrêtés. Un vétéran de 73 ans tasé devant un poste de police tenant un drapeau. L'indignation a été vive. Et pas seulement en ligne. Cet après-midi-là, le siège de la Légion américaine à Indianapolis a publié une déclaration publique condamnant les actions de l'officier et exigeant une enquête indépendante sur le traitement du sergent Raymond Ellis, qui a servi ce pays avec honneur. Le nom de Raymond était à la mode dès midi. Dans un poste de VFW à Mâcon, les membres se sont réunis pour leur déjeuner habituel du jeudi après-midi, mais l'ambiance n'était pas bonne. Les conversations étaient tendues. La colère couvait sous chaque mot. « J'ai le même âge que moi », a dit un homme. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Il était en deuil, bon sang, répondit un autre. On ne goûte pas le deuil. À 16h, les camionnettes de presse étaient garées devant la maison de Raymond. Les médias ne l'avaient pas encore contacté. André et Mélissa les tenaient à distance, mais ils avaient largement de quoi s'occuper. Photos de Desmond, informations sur le service de Raymond, entretien avec des voisins et des amis de la famille. Un clip de Donald Rivers a été diffusé sur toutes les grandes chaînes de télévision le soir même. J'habite à côté de Raymond depuis 26 ans, a déclaré Donald au micro, les mains fermement posées sur la clôture entre leurs propriétés. Il tondait sa pelouse tous les samedis, vérifiait son courrier avec une précision irréprochable, élevait ce garçon avec une discipline que la plupart des gens ne peuvent supporter. Il s'est battu pour ce pays, et vous me dites que la récompense pour cela, c'est un tasé? Pendant ce temps, au sein de la police de Stonebridge, les choses se dégradaient. L'agente Lisa Rainey a soumis une demande officielle de congé. Elle était restée silencieuse depuis le jour de l'incident, parlant à peine à qui que ce soit. Les images de sa caméra corporelle, visionnées en interne, montraient une certaine hésitation et un certain malaise. Elle n'avait pas utilisé le tasé. Elle ne l'avait pas arrêté non plus. Bannister, en revanche, a maintenu sa décision. Non-respect, répétait-il sans cesse. Nous avons respecté le protocole. Mais le protocole ne le sauvait plus. Le maire de Stonebridge, Leonard Gresham, a convoqué une conférence de presse d'urgence au coucher du soleil. La salle était pleine à craquer.
Nous examinons les événements qui ont eu lieu plus tôt cette semaine impliquant M. Raymond Ellis, a déclaré Gresham d'un ton sec. Soyons clairs, cet incident ne reflète pas les valeurs de notre communauté ni celles de notre service de police. Aucune excuse. Aucune reconnaissance de la mort de Desmond. Aucune mention directe du tasé. Cela a empiré les choses. La section des commentaires sous le livestream a été inondée de fureur. Il n'a même pas dit son nom. C'est là le problème, pas d'humanité. Vous appelez cela du leadership? Mais derrière le bruit, Raymond restait immobile. Silencieux. Observateur. Il était assis sur la même chaise que Desmond utilisait lorsqu'il appelait chez lui depuis l'Irak. Le drapeau était soigneusement plié à côté de lui. Ses yeux restaient fixés sur l'écran. Melissa était assise à côté. « Ça va ?» Il n'a pas répondu. Il a juste continué à regarder. Jusqu'à ce qu'enfin, ils disent. Ils ne m'ont pas vu. Melissa le regarda. Maintenant, c'est le cas, dit-elle. Mais la reconnaissance seule ne suffisait pas, ni pour Raymond, ni pour Desmond, ni pour la suite. Entre les murs du commissariat, Raymond n'avait pas demandé d'avocat. Pas au début. Mais André l'avait convaincu, non par des menaces ou des promesses, mais par un simple trajet en voiture. Un silence régnait entre eux, rompu une seule fois par la voix d'André, « Laisser quelqu'un parler à votre place ne signifie pas que vous êtes silencieux. Cela signifie que vous êtes intelligent. » Raymond accepta donc. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé assis en face du chef de la police Alan Dobbin 2 jours plus tard, dans une salle de conférence qui sentait le désinfectant et le café faible, la même pièce dans laquelle l'agent Bannister s'était assis plus tôt dans la semaine. Raymond portait une chemise blanche propre et repassée. L'échymose sur sa joue commençait à s'estomper, mais les points de suture étaient toujours là. Melissa était assise à sa droite. À sa gauche se trouvait son avocat, Terrell Ben, un homme calme et vif, ancien procureur général de l'armée, désormais chargé des affaires de droit civique. Le chef Dobbin était assis juste en face de la table, les mains jointes. À sa gauche se trouvait Bannister, les bras croisés, la mâchoire serrée. À sa droite, l'agent Rainey, incapable de croiser qui que ce soit dans les yeux. Terrell ouvrit un dossier et le posa soigneusement sur la table. Avant de commencer, a-t-il déclaré, Monsieur Ellis a préparé une déclaration. Raymond n'a pas lu une page. Il n'en avait pas besoin. Il regarda droit vers Dobbin, puis vers Bannister. Je suis venu ici parce que je ne savais plus quoi faire, a-t-il commencé. J'ai perdu mon fils. Mon fils unique. J'ai reçu l'appel, je n'arrivais plus à respirer. Ma maison était trop calme, alors j'ai marché. Sa voix n'était pas forte, mais elle était tranchante. J'ai marché avec son drapeau. Je me suis assis là où je pensais que quelqu'un comprendrait. Et au lieu d'une question, j'ai reçu des ordres. Au lieu d'une main, j'ai reçu des volts. Personne n'a parlé. Raymond bougea légèrement sur son siège, ajustant le col de sa chemise. J'ai passé 20 ans sous les drapeaux. Mon fils en a passé presque 10. Nous avons saigné pour cet endroit. Nous croyions en quelque chose. Pas parfait, mais qui valait la peine de se battre. Et qu'ai-je eu en retour? J'ai été menotté comme un criminel, alors que le nom de mon fils était encore sur mes lèvres. La tête de Rainey baissa. Bannister ne bougea pas. Le chef Dobbin s'éclaircit la gorge. Monsieur Ellis, au nom du département. Raymond l'interrompit. Non. Ne lis pas, dis-le, tout simplement. Il y eut un silence profond. Puis Dobbin expira. Tu as raison. Tu as échoué. Et nous en sommes responsables. C'était la première fois que quelqu'un dans ce bâtiment prononçait ces mots. Je ne veux pas de conférence de presse, a déclaré Raymond. Je veux du changement. Un vrai changement. Terrell fit glisser un paquet sur la table. Voici les recommandations que nous avons formulées, formation à la désescalade, protocole de crise pour les vétérans, procédure d'examen des caméras corporelles. Et nous voulons que l'agent Bannister soit démis de ses fonctions, dans l'attente des résultats de l'enquête. Le visage de Bannister s'assombrit. J'ai suivi la procédure, a-t-il rétorqué. Je ne savais pas qui c'était. Tu n'as rien demandé, dit Melissa sèchement. Tu n'as même pas pris la peine de demander. Rainey parla enfin. Sa voix était basse. J'ai voulu l'arrêter, mais je suis resté figé. Raymond la regarda.
Tu n'as pas figé. Tu as regardé. Encore le silence. Daubin prit le paquet et feuilleta ses pages. Je vais l'examiner, a-t-il dit, et je le soumettrai personnellement au maire. Pas de retard, prévint Terrel. Ce n'est pas une suggestion. Bannistet se leva brusquement. Vous allez me pendre pour avoir fait mon travail? Daubin se tourna vers lui. Asseyez-vous, officier. Les yeux de Bannistet s'écarquillèrent. Non. Je ne m'excuserai pas de protéger le public. Raymond se leva lentement. Protéger qui? De quoi? D'un drapeau? D'un père en pleurs? André fit un geste pour se lever, mais Raymond lui tendit la main. Laissez-le parler. Bannistet regarda Raymond. Pour la première fois, sa voix se brisa. Je ne savais pas que tu étais un marine. Raymond pencha la tête. Et si j'étais juste un vieil homme? Sans uniforme, sans service? Et alors? Je serais toujours face contre terre? Personne n'a répondu. Raymond se tourna vers Terrel et lui fit un signe de tête. On a fini ici. Alors qu'il se tournait pour partir, Rény se leva. Monsieur Ellis. Il s'arrêta. Je suis désolé, dit-elle. Je n'ai pas agi. Et je n'oublierai pas ce que cela signifie. Raymond la regarda longuement. Puis, finalement, il hocha lentement la tête solennellement. Devant la gare, une petite foule attendait tranquillement. Quelques voisins. Des vétérans. Des journalistes locaux. Pas de chant. Pas de bruit. Juste de la présence. Raymond marchait parmi eux, calme et mesuré. Mélissa à ses côtés. André juste derrière. « Tu es sûr que ça va » demanda-t-elle. « Non » répondit Raymond. « Mais je suis sûr que je ne vais pas me taire. » Mais la prochaine fois que Raymond prendrait la parole, ce ne serait pas dans une salle de conférence, mais devant une ville entière. Et cette fois, tout le pays regarderait. 3 jours après cette réunion, Raymond se retrouva assis au premier rang d'une salle municipale bondée. Stonebridge n'avait pas connu une telle affluence depuis des années. La salle du Conseil, habituellement à moitié vide et résonnant de débats politiques arides, débordait. Des gens s'alignaient le long des murs. D'autres attendaient dehors, regardant la retransmission en direct sur leur téléphone. Des vétérans en uniforme. De jeunes familles. Des étudiants. Tout le monde était venu pour savoir ce qui allait se passer. Une plaque signalétique pliante était posée sur la table devant lui, Monsieur Raymond E. Ellis, corps des marines des États-Unis, retraité. À côté de lui, Mélissa se pencha. Tu n'es pas obligé de dire grand-chose si tu ne le souhaites pas. Raymond gardait les yeux fixés sur le comité du conseil. Je veux. Le maire Léonard Grisham prit la parole en premier. Il avait l'air figé, comme un homme qui avait pratiqué la sincérité devant un miroir toute la matinée. Nous sommes ici aujourd'hui, a-t-il commencé, pour aborder un incident profondément troublant qui a attiré l'attention nationale sur notre ville et, plus important encore, a causé du tort à un membre respecté de notre communauté, Monsieur Raymond Ellis. Un murmure s'éleva dans la foule. Quelques têtes secouèrent. D'autres se contentèrent d'écouter. Nous avons examiné les images des caméras corporelles, a poursuivi Grisham. Nous avons lu les déclarations des témoins. Nous avons entendu l'avocat de Monsieur Ellis. Cette audience ne porte pas seulement sur la responsabilité, mais aussi sur la nécessité de garantir qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais. Les membres du Conseil ont pris la parole un à un. Certains ont présenté des excuses, d'autres se sont contentés de formuler des remarques juridiques. Mais la plupart des regards n'étaient pas braqués sur eux. Ils étaient sur Raymond. Lorsque la consultation publique a été ouverte, le premier à se lever a été Donald Rivers. Il n'avait pas besoin de micro. J'ai vécu à côté de cet homme pendant plus de 20 ans, a-t-il dit. Et je peux vous dire que s'il n'est pas en sécurité assis sur un trottoir avec un drapeau sur les genoux, alors aucun de nous ne l'est. Des applaudissements ont éclaté. Quelqu'un à l'arrière a crié « Répète ça ». D'autres intervenants ont suivi, des vétérans, des militants, et même un adolescent qui avait vu la vidéo et était venu avec sa mère. Mais lorsque Raymond se leva, la pièce devint silencieuse. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas parlé tout de suite. Il s'est simplement avancé sur le podium et a balayé la foule du regard, comme s'il essayait de mémoriser chaque visage. « Je ne veux pas de pitié », dit-il d'une voix claire et posée.
Je veux du respect. Un battement passa. Puis un autre. J'ai traversé des guerres. J'ai vu des choses que je ne répéterai pas en bonne compagnie. J'ai fait la paix avec le monde il y a longtemps. Mais rien, ne m'avait préparé à la douleur de la perte de mon fils. Et rien ne m'avait préparé à la façon dont cette ville m'a traité lorsque j'ai tenté de faire mon deuil. Il brandit les plaques d'identité de Desmond. C'était mon fils. Desmond Clayton Ellis. Pas un numéro. Pas un rapport. Un être humain. Il s'est porté volontaire. Il a servi. Il rêvait de construire des maisons. Il est mort avant que je puisse lui dire que j'étais fier. Le silence était pesant. Même les caméras à l'arrière s'arrêtèrent de filmer. Raymond jeta un coup d'œil au maire. Vous voulez régler un problème? Commencez par apprendre à vos officiers à écouter. À poser des questions avant de prendre une arme. On ne développe pas l'empathie en un week-end, mais vous pouvez au moins en faire une obligation. Puis il se tourna vers la foule. À tous ceux qui sont venus me soutenir, merci. Mais ne vous contentez pas de me soutenir. Soutenez le prochain père. La prochaine mère. Le prochain être humain qui s'effondrera en public et aura besoin d'aide, pas de menottes. La salle a explosé. Pas avec des applaudissements polis, mais avec quelque chose de plus profond. Brut. Réel. Le maire Grisham fit un signe de tête serrée tandis que Raymond retournait à son siège. Peu de temps après, le conseil a voté pour placer l'agent bannisté en congé administratif sans solde, dans l'attente d'un examen externe. Ils ont également approuvé une nouvelle formation obligatoire pour tous les agents, y compris des protocoles de gestion des crises impliquant des vétérans et des personnes âgées. Ce n'était pas de la justice. Mais c'était quelque chose. Plus tard dans la soirée, Raymond était assis sur son porche avec André et Mélissa. Pas de caméra. Pas de journaliste. Juste trois sous un ciel calme. Il regarda au loin, les plaques d'identité cliquetant doucement dans sa paume. J'ai failli ne rien dire, a-t-il admis. Je pensais que ça n'intéresserait personne. André se pencha en arrière. Ils l'ont fait. Et ils le feront. Mélissa regarda vers la rue. Tu as changé plus que tu ne le penses. Raymond hocha lentement la tête. J'espère juste que Desmond l'a vu. Mais avant de pouvoir tourner la page, Raymond devait encore faire un arrêt. Et ce n'était ni à la mairie ni au commissariat. C'était quelque part de beaucoup plus personnel. 2 jours après l'audience, Raymond se tenait seul devant la tombe de son fils. Le cimetière était silencieux, niché derrière une vieille église baptiste, près de Perry, en Géorgie. Des rangées de pierres tombales s'étendaient sur l'herbe fraîchement coupée, mais Raymond n'en regarda qu'une seule, celle sur laquelle était écrit « Caporal Desmond Clayton Ellis. 1982-2024. Fils bien-aimé, Marine, bâtisseur de rêves. » L'air était chaud. Un léger vent agitait les fleurs que quelqu'un, peut-être Mélissa, avait déposées près de la pierre. Elles étaient fraîches. Raymond n'avait apporté ni discours, ni drapeau, ni cérémonie. Juste le croquis que Desmond avait dessiné de la maison qu'il avait rêvé de construire, soigneusement plié dans la poche de sa veste. Il resta là un long moment, une main posée doucement sur le bord supérieur de la pierre, comme s'il se stabilisait. Puis il parla, pas fort, juste assez pour que la brise le porte. « J'ai essayé de bien te servir, mon fils, dit-il en baissant les yeux. Je ne pensais pas te survivre. Je ne pense pas qu'un parent y parvienne jamais. » Ses yeux étaient humides, mais aucune larme ne coulait. Il n'en versait jamais facilement, même aux funérailles de Clara. « Je n'ai pas pu te protéger de tout, murmura-t-il. Mais j'ai fait en sorte que le monde connaisse désormais ton nom, non pas à cause de ce qui m'est arrivé, mais à cause de qui tu étais. » Il sortit le croquis de sa poche, le déplia soigneusement et le déposa au pied de la tombe. Un simple dessin de maison. Un grand porche. Des arbres devant. Tu as dit que tu construirais ça un jour. Je vais le voir se construire pour les enfants qui en ont besoin, pour les vétérans qui n'ont nulle part où aller. C'est ce que tu voulais, non? Il prit une profonde inspiration. Le soleil lui pressait le dos, chaud et stable. Tu n'étais pas seulement mon fils, D. Tu étais ma raison d'être. Derrière lui, des pas légers se rapprochaient. Mélissa s'arrêta à quelques pas, lui laissant de l'espace. J'ai pensé que tu étais peut-être là, dit-elle doucement. Raymond ne se retourna pas,
il est toujours avec moi. Je sais, répondit-elle. Et la ville n'a pas fini de parler de toi non plus. Ils organisent un événement communautaire le mois prochain. Tu veux donner le nom de Desmond au sentier du parc, chemin Desmond Ellis. Raymond laissa échapper un petit rire. Il détestait courir. Mélissa sourit. Eh bien, peut-être qu'il va maintenant forcer tout le monde à se présenter sous son nom. Ils restèrent silencieux un moment. Raymond dit alors, je pensais créer quelque chose de modeste. Une fondation. Rien de spécial. Un lieu pour les enfants, comme le souhaitait Desmond. Peut-être des ateliers, 1 ou 2 lits pour les vétérans qui ont besoin d'un endroit où se poser. Mélissa hocha la tête. Ça lui ressemble. Tu auras besoin d'aide. Je trouverai les bonnes personnes. Tu en as déjà quelques-uns, dit-elle en se mettant à côté de lui. De retour en ville, l'agent Bannister avait rendu son badge. Ce n'était pas un licenciement. Ce n'était pas public. Mais c'était définitif. Des sources ont déclaré qu'il avait laissé un court mot dans son casier, pas d'excuses, juste 4 mots, j'aurais dû le savoir. Quant à l'agent Rainey, elle a demandé une réaffectation. Non pas pour s'échapper, mais pour réessayer. Elle a commencé une formation au sein de la division de sensibilisation communautaire du département. Sa première mission, rencontrer des associations locales d'anciens combattants pour contribuer à l'élaboration de nouvelles procédures de réponse aux crises. Stonebridge, malgré tous ses défauts, était éprouvant. Mais Raymond n'attendait pas que la ville se rétablisse. Il avait autre chose en tête. 2 semaines plus tard, il rencontra un petit groupe d'architectes, de travailleurs sociaux et de bénévoles d'associations. Ils se réunirent au fond de la bibliothèque, avec du café, des plans et un croquis de la maison de Desmond épinglé sur un tableau en liège. On n'a pas besoin d'un projet grandiose, a déclaré Raymond. On a juste besoin d'un projet réussi. Et petit à petit, quelque chose de nouveau a commencé à naître de toute cette douleur. Un espace pour les familles en deuil. Un lit sûr pour la nuit. Un cours sur les compétences professionnelles. Un porche où quelqu'un pourrait simplement s'asseoir peut-être avec un drapeau sur les genoux et ne pas être perçu comme une menace. Raymond ne voulait ni éloge ni gros titres. Il voulait juste un but, celui que son fils aurait pu construire de ses propres mains. Mais même avec tout le soutien, tous les changements, Raymond savait une chose au plus profond de lui-même. Tourner la page ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir d'avancer malgré tout. La caméra effectua un panoramique lent, capturant Raymond assis sur cette même chaise patinée, sur son Porsche. Les plaques d'identité pendaient à sa main, se balançant doucement au vent. Le drapeau américain, désormais scellé dans une vitrine, reposait à ses pieds. Pas de musique. Juste le chant des oiseaux et le craquement du bois sous lui. Il n'a pas parlé tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix était douce et rauque. « Je n'arrête pas de penser au trottoir, dit-il. » Il marqua une pause. À la façon dont un endroit censé être sûr s'est transformé en un lieu où je me suis blessé. Je ne pense pas que ça te quitte. Pas vraiment. Il baissa les yeux sur ses paumes. L'une d'elles portait une cicatrice légère, mais toujours présente. Mais j'ai appris quelque chose depuis, a-t-il poursuivi. Les gens nous observent. Ils sont attentifs. Même dans le silence total. On se croit invisible, jusqu'à ce que quelqu'un nous voie blessés. Raymond leva la tête et regarda droit devant lui. Après la mort de Desmond, j'ai arrêté de penser à l'avenir. Je n'ai même pas planifié le lendemain. Je marchais, car c'était tout ce que je savais faire. Il prit une inspiration. Maintenant, je me réveille et j'essaie à nouveau. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ressens encore la douleur. J'entends encore la voix de mon fils quand la maison est trop silencieuse. Mais je vois aussi des visages. Des inconnus qui sont arrivés. Des voisins qui se tenaient à mes côtés. Des gens qui m'écoutaient. La caméra passe à une séquence de l'Assemblée municipale. Des vétérans saluent. Un enfant dépose des fleurs près de la tombe de Desmond. Un jeune homme dessine une maison conçue par Desmond sur un tableau blanc de classe. La voix de Raymond continua. Si vous voyez quelqu'un souffrir, ne détournez pas le regard. Ne présumez rien. Demandez. Écoutez. Parfois, le deuil porte un uniforme. Parfois, il se contente de porter les vêtements d'hier et d'un cœur lourd. Retour à Raymond.
Je n'ai pas demandé à être vu. Mais je suis contente que quelqu'un l'ait finalement fait. Il se leva lentement. L'écran le montra traversant sa cour en direction du portail. Celui où Desmond a un jour garé sa voiture. L'écran est devenu noir et une seule ligne de texte blanc est apparue. À la mémoire de Desmond Clayton Ellis. Aimer. Manquer. Plus jamais ignorer. Puis la voix du narrateur se fit entendre, claire, douce et déterminée. L'histoire de Raymond ne se résume pas à celle d'un homme et de sa perte. Elle parle de la façon dont nous nous traitons les uns les autres lorsque personne ne nous regarde. Elle parle de savoir si nous voyons ou non l'homme assis seul sur le trottoir. Nous avons tout le choix dans chaque interaction. Nous pouvons voir une menace. Ou nous pouvons voir un être humain. Et la frontière entre les deux? C'est là que réside la dignité. L'écran changea de nouveau, affichant maintenant un numéro de téléphone et un lien vers une véritable ligne d'assistance aux anciens combattants. Suivi de cette narration tranquille. Si vous ou un de vos proches êtes aux prises avec le deuil, la solitude, ou avez simplement besoin d'écoute, n'attendez pas. Tendez la main. Soyez là. Écoutez. Parce que le silence n'est pas une force. Et le deuil ne rend pas quelqu'un dangereux. Un silence. Puis une dernière phrase apparut. Pour des histoires comme celle-ci, vraies, crues et humaines. Abonnez-vous. Partagez la voix de Raymond. Non pas parce que c'est parfait. Mais parce que c'est important. L'écran devint noir.